si on parle d'IA à des enfants et à des ados, on va d'abord faire une introduction pour leur dire qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Les enfants vont pas à l'école que pour apprendre des choses. Et voilà, encore une fois, je pense qu'ils vont à l'école aussi faire société. Si tu arrives sur YouTube, il faut que tu aies déjà un objectif très précis, que tu sois capable d'arrêter la vidéo, de pas avoir autoplay derrière, parce que bien sûr que tu vas continuer. En fait, j'étais sur ChatGPT, je me suis énervée contre elle. Mais elle était ultra polie. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du 21e siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du 21e siècle. Pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet brûlant, l'intelligence artificielle dans l'éducation. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons, c'est la Journée internationale de l'éducation et l'UNESCO appelle à investir dans la formation des enseignants et des élèves pour utiliser cette technologie de manière réfléchie. Alors, nous allons explorer ensemble les promesses et les défis de l'IA dans l'éducation et nous nous demanderons, devons-nous avoir peur de l'IA pour nos enfants ? Alors, avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'ai dans nos invités permanents Amélia Matar, que vous connaissez, qui est entrepreneure, cofondatrice de Coloris. Elle initie les enfants au numérique sans écran. Elle est également chroniqueuse sur France Info chaque dimanche matin dans Questions d'éducation. Et nous avons aujourd'hui deux invités spéciales. Tout d'abord Mathilde Serioli, qui est docteur en neurosciences, cofondatrice d'Everyone.ai, qui nous en parlera. Elle vient de publier une étude sur l'impact de l'IA sur le développement cognitif des enfants. Et enfin, Axel Dessin, qui est déjà venu dans Génération Parents, qui est directrice d'Internet sans crainte et qui sensibilise les jeunes et les parents aux usages responsables du numérique. Bienvenue à toutes les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va d'abord parler d'un petit sujet d'actu, moi, qui a retenu mon attention quand j'ai fait ma petite veille. Ensuite, on aura notre fameux débat sur devons-nous avoir peur ou pas de l'IA, une astuce parent sur comment utiliser l'IA et bien sûr notre rubrique qu'est-ce qu'ils disent. Alors, on démarre avec l'actu. Donc moi, en faisant ma veille, la semaine dernière, j'ai vu un article qui m'a très intéressée sur les États-Unis. Mathilde, tu es basée aux États-Unis, tu es basée à San Francisco, donc peut-être que tu l'as vu passer. Donc il y a dans l'Arizona une école expérimentale qui s'appelle Landbound Academy qui a décidé pour la rentrée de septembre d'utiliser l'intelligence artificielle comme enseignant principal. Les élèves vont apprendre les matières traditionnelles via un ordinateur le matin et se consacrer à des activités plus concrètes comme le coding ou la gestion de projet l'après-midi. Ils vont faire cette expérience sur 250 élèves du CM1 à la 4e. Et donc l'idée c'est que avec cette intelligence artificielle qui va remplacer l'enseignant, on va avoir des enfants qui vont apprendre. La promesse c'est 2 fois plus en 2 fois moins de temps parce que l'IA va s'adapter à leur niveau et à leurs connaissances. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation ? Axel, Mathilde, Amélia, qui veut démarrer ? Alors, moi, j'ai vu passer cette info qui m'a interpellée aussi. C'est peut-être exactement vers quoi on veut pas aller et qui peut peut-être renvoyer une mauvaise image de ce que, au contraire, l'IA pourrait apporter à l'éducation, parce que qu'elle puisse apporter de la personnalisation, effectivement une analyse fine d'un comportement d'un élève, et puis l'avantage quand même de l'ordinateur et de l'IA, c'est qu'elle se lasse pas, donc pouvoir faire de la répétition et puis proposer un parcours personnalisé, oui. Par contre, enlever complètement l'aspect humain et toute la pédagogie que peut apporter un enseignant, enfin toute la plus-value d'un enseignant, et qui fait qu'on va s'en souvenir adulte aussi. Ils nous ont marqués, hein. Enfin, je sais pas si vous avez eu ça, mais moi j'ai des enseignants dont je me souviens encore. C'est quand même dommage. Voilà, je vais laisser les autres réagir, mais
j'espère qu'on va pas en arriver là. Moi, tu me l'as appris, mais comme quoi être sur place, ça change pas tout. Mais je dirais qu'en fait, la question c'est aussi déjà il y a une promesse un peu qui est faite de genre c'est génial, on va apprendre 2 fois plus vite. En tant que chercheuse, c'est comme où sont les preuves? Genre est-ce que vraiment on apprend 2 fois plus vite? Parce que souvent les outils EdTech ils font des super grandes promesses. Il y en a qui sont très bons, mais il y en a aussi beaucoup qui sont pour l'instant pas bien développés, qui font pas vraiment ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Alors c'est vrai qu'il y a vachement la conversation sur c'est génial, l'IA ça va personnaliser, mais personnaliser ça veut aussi dire qu'il faut quand même très très bien connaître l'utilisateur, donc ça pose aussi toutes les questions de confidentialité de que deviennent ces données. Et donc déjà, est-ce que la solution marche? Imaginons effectivement on a une solution qui marche, qui est hyper bien développée. Ils ont mis toutes les bonnes personnes autour de la table qui comprennent comment un enfant apprend. Et on apprend beaucoup plus vite certains trucs académiques. À la limite, pourquoi pas? Mais du coup, on peut se dire, ça dégage énormément de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps? Et c'est là où je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller travailler en plus petits groupes avec des enfants, où justement, grâce à l'IA, on a pu se rendre compte que c'est plus difficile pour eux, pour certaines matières. Donc, on va pouvoir aller travailler avec un enseignant et on remet bien l'humain au milieu. Est-ce qu'on peut justement se dire, on passe moins de temps à faire de l'académique parce qu'effectivement, il va y avoir un niveau qui va s'ajuster à l'enfant et ça nous donne énormément de temps pour aller faire de l'humain, pour aller faire des choses exactement comme ce que tu fais Solène avec SoftKids. Donc comment on en profite pour aller développer d'autres choses au niveau des relations, de la capacité de prise de parole, de travailler en groupe et finalement on pourrait avoir aussi ce côté faisons certains trucs académiques plus vite et passons du temps à faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire dans les écoles en faisant plus de projets les après-midi. Pourquoi pas? Mais déjà, il faut être sûr que la solution marche bien et souvent, c'est pas encore le cas. Il y a vraiment de s'ajuster. Et une fois que ce sera fait, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'aller à l'école, c'est pas juste apprendre de l'académique, c'est aussi apprendre toutes les autres soft skills autour qui sont hyper importantes et qui sont vraiment ce qui va leur être utile à la suite. Donc, je dirais, il va falloir, je pense qu'en même temps, il va y avoir des expérimentations qui vont pas être les bonnes et puis ça va s'ajuster petit à petit et j'espère qu'on va partir dans la bonne direction. Et je pense que ça peut être moi j'aimerais bien savoir aussi quel type de parents, parce que de ce que j'ai compris c'est du volontariat. Donc quelle est la catégorie des parents qui sont prêts à faire ça quoi. Amélia, toi, ça t'inspire quoi? Je trouve que la façon dont est relatée cette expérience fait très sensationnelle. Enfin, on a le sentiment qu'ils cherchent à avoir des clics, tu sais, sur Internet. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que je trouve que la classe, c'est quand même une petite société dans laquelle on apprend effectivement à interagir avec l'altérité, avec l'enseignant, voilà, à grandir tous ensemble. Et là, ce sera pas tous ensemble, mais ce sera les uns à côté des autres. Donc, je me demande effectivement s'il y aura pas une perte vraiment importante de cet aspect-là de l'apprentissage à l'école, parce qu'effectivement, l'aspect académique importe énormément dans le cursus de nos enfants, mais nos enfants vont pas à l'école que pour apprendre des choses, comme tu viens de le dire, Mathilde. Et voilà, encore une fois, je pense qu'ils vont à l'école aussi faire société. Et est-ce que ça bouleverse pas complètement cet objectif aussi de l'école, quoi. Et puis moi, je trouve ça va à l'encontre de dernières. Par exemple, c'est je sais jamais si c'est le Danemark ou la Norvège là qui vient de faire un retour en arrière parce que ils avaient plus de cahiers, et ils faisaient tout sur écran. Et la dernière enquête PISA nous dit quand même qu'il y a un seuil de numérique par semaine qui fait que c'est bénéfique ou moins bénéfique. Et donc par exemple sur les mathématiques, si tu mets 2 heures de mathématiques aidées avec un outil pédagogique numérique, et ben les résultats augmentent. Mais si tu dépasses les 2 heures, les résultats baissent. Donc il y a quand même un seuil et un juste équilibre, et ce qui nous montre bien que il faut toujours un peu d'équilibre, un peu de nuance et un peu de tout quoi. Ça dépend de l'âge aussi, je pense, en fait. C'est aussi la question de est-ce qu'on se parle d'un enfant de 6 ans qui est en train d'apprendre à lire? Est-ce qu'on se parle de quelqu'un qui sait déjà bien lire? Et même sur l'IA, on revient souvent pour moi un petit peu à la discussion sur comment ils peuvent l'utiliser et à quel âge. Ça dépend déjà de quelle capacité ils ont développé. Se servir d'une calculette à 6 ans, ça sert à rien, quoi. Enfin, au contraire, ça va plutôt aller à l'inverse de ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin déjà d'apprendre ce que c'est qu'un nombre, qu'est-ce que c'est qu'une quantité. Une fois qu'ils savent vraiment faire ça,
et qui font des résultats, qui font des mathématiques beaucoup plus abstraites, là, ça devient un outil et ça les aide. Mais si ça intervient trop tôt, au contraire, ça va aller plutôt un peu entraver aussi certains apprentissages académiques. Donc, utiliser de l'IA chez les plus grands sur des choses très spécifiques pour aller faire, je sais pas, de l'analyse de texte, d'analyse de type d'erreurs qui sont faites pour pouvoir dire en fait cette règle de grammaire clairement elle est pas comprise, il faut revenir dessus. Chez un enfant qui est plus grand, là il y a énormément de potentiel. Chez un enfant de 6 ans, quand même ce qu'ils doivent apprendre à ce moment-là, c'est encore plus qu'à d'autres âges, être avec l'autre, apprendre les règles d'une classe, apprendre à prendre son tour, apprendre à être frustré, apprendre à être patient, apprendre à voir que son copain à côté, des fois, il y arrive et lui, il y arrive pas. Et à l'inverse, et comment je m'ajuste à l'autre, et comment j'essaie de lui expliquer. Donc, il y a tout cet aspect social de l'école, encore plus chez les tout petits, parce que c'est vraiment le moment où ils peuvent le faire le plus. Ils ont moins la liberté aussi de sortir le soir avec leurs copains. Donc, le plus gros moment de socialisation, c'est quand même l'école. À 6 ans, je suis pas convaincue que ce soit là où il faut aller. Quand on regarde un peu les études, quand même, qui montrent que de manière générale, il y a quand même vraiment des avantages aux écoles type Montessori, donc on ne peut plus à l'opposé de ça. Ça pose aussi des questions en termes d'efficacité dans l'apprentissage, quoi. Et donc le débat, moi, je l'ai intitulé « Devons-nous avoir peur de l'IA pour nos enfants ?» Parce que tout le monde a peur de la nouveauté, généralement. Et donc, tu as étudié les effets de l'IA sur le développement cognitif des enfants. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, déjà peut-être nous expliquer pourquoi t'en es venu à faire ce rapport, et puis peut-être juste avant nous présenter ton ONG. Tu dis comment toi? Everyone AI, parce que je le dis tout, donc Everyone AI. Je sais plus. Oui, en fait, ça fait pas mal de temps que je travaille avec ou des compagnies de tech ou de jeux vidéo, parce que tout mon rapport de recherche pendant mon doctorat, c'était sur donc celui d'avant encore, on va dire, c'est sur comment on peut utiliser les jeux de société, jeux vidéo pour aller améliorer le potentiel cognitif des enfants. Donc beaucoup plus tourné sur justement les bénéfices que ça peut apporter. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde un peu tech jeux vidéo, je me disais ok, on utilise la neuroscience, mais on l'utilise beaucoup pour comment on fait que l'enfant il reste plus longtemps, parce que c'est quand même la grosse métrique à l'heure actuelle en tant qu'EdTech, alors que ça devrait être finalement un bon outil d'éducation, ça devrait être t'apprends super vite en très peu de temps et t'apprends très très bien. C'est pas ça pour l'instant, c'est genre est-ce que tu joues longtemps, ce qui est pas forcément ce qui devrait être c'est l'attention en fait, la monnaie. Ouais. Ouais, parce que c'est aussi ça que les investisseurs recherchent. Alors après ça va pas empêcher, ça évolue, mais c'est pas si évident. Et donc c'est vrai que là les questions que moi j'avais des clients, c'est genre génial, on a de l'IA, on va pouvoir ajouter ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je me disais, si on a une solution qui est pas terrible et qu'on met de l'IA, on va avoir une solution très pas terrible, au lieu d'avoir une solution vraiment qui s'améliore. Et par contre, je me disais, il y a des choses qu'on peut pas faire à l'heure actuelle, parce qu'on est limité au niveau genre vraiment technique. Et là, avec l'IA, on peut aller faire des choses qu'on pouvait pas faire. Plutôt que de tomber sur des QCM un peu bateaux, on peut avoir un vrai échange, une vraie analyse aussi dans les erreurs, des corrections beaucoup plus ajustées. Donc là, c'est vraiment là que la question est venue. Mais moi, ce que je voyais, parce que je suis dans la Silicon Valley, j'entendais des pitchs tous les jours de gens qui voulaient mettre de l'IA sur des produits pour les enfants en comprenant pas ce que c'est qu'un enfant. Et avec des utilisations que je voyais vraiment comme nocives et risquées en fait. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec Greg, qui est aussi Greg Renard, qui bosse dans l'IA depuis toujours et qui se posait justement ces questions. Et avec le reste, j'ai une super équipe, alors j'ai envie d'en parler, mais avec Anne-Sophie aussi et Céline. Donc vraiment sur ces questions de qu'est-ce qu'on en fait. Et la question, c'était un petit peu l'urgence de comment on s'assure d'adresser cette question de comment les enfants vont se développer à l'ère de l'IA. Donc, j'ai fait des interviews pendant des mois avec des experts en IA en leur disant qu'est-ce que je vais avoir dans mon salon dans 2 à 5 ans comme produit pour mon enfant potentiellement. Et après, de faire réagir à ça et de faire pas mal de travail de recherche avec des chercheurs en neurosciences et en développement de l'enfant de où est-ce que vous voyez des bénéfices, où est-ce que vous dites ça, c'est une vraie opportunité pour les enfants, et au contraire, où est-ce que vous dites mais il faut surtout pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Donc c'était vraiment ça l'idée du rapport de recherche. Et globalement pour tous c'est genre ça peut être bien si c'est bien fait et ça peut vraiment être pas bon si c'est pas bien fait. Donc c'est vraiment aussi comment on dit aux gens qui développent ces solutions
voilà pourquoi il faut le développer comme ça et pourquoi au contraire on va éviter par exemple tout ce qui est design hyper anthropomorphique où l'IA prétend d'être ce qu'elle est pas, c'est-à-dire d'être un humain et d'encourager ce type de relation avec les enfants par exemple. Ouais, donc justement je voulais te demander parmi les solutions, est-ce qu'il y a des choses, bon, je sais pas, je pense à la peluche IA, la poupée IA versus le jeu ludo-éducatif, enfin voilà, est-ce que t'as réussi à avoir je sais pas, une granularité dans ce qui est acceptable ou pas acceptable, ce qui a un bénéfice qui n'en a pas En fait, c'est vraiment une balance et je reprends souvent l'exemple de si on revient en arrière sur ce qu'on connaît, qui est quand même plutôt les shows télévision pour enfants. Tu peux avoir des shows qui sont hyper éducatifs et qui sont appropriés pour l'âge. Donc là, c'est que du bénéfice. Après, tu peux avoir des shows qui sont zéro éducatifs, mais il y a rien de mauvais non plus dans le contenu, qui est approprié à l'âge. Bon bah, si tu fais pas ça toute la journée, c'est pas un problème quoi. Après, tu peux avoir des shows qui sont vraiment pas bons, le contenu est pas bon, le contenu est méga agressif par exemple, et du coup pas approprié. Bon bah là clairement il y a plus de risques. Et après tu peux avoir des trucs qui sont hyper bien faits. Tu peux avoir un show, je sais pas, qu'apprend genre la sexualité aux enfants. Il est super bien fait pour un 15 ans, il est peut-être pas bien fait pour un 4 ans, tu vois. Donc il y a exactement les mêmes questions à se poser à l'ère de l'IA, sauf qu'à l'ère de l'IA, la différence c'est que elle va aller donner la suite. Genre elle va aller suggérer le meilleur contenu pour l'enfant. Donc ça fait que même par exemple un show qui est un peu neutre, finalement, on peut y passer trop de temps. Et là, c'est plus qu'est-ce qu'on arrête de faire pendant qu'on est trop longtemps sur ce type d'interaction. Et puis après, il y a le fait que la manière que certaines IA, donc là quand on est dans l'IA générative, comme elle interagit, là elle va aller chercher l'enfant, elle va aussi aller faire croire qu'elle est ce qu'elle n'est pas, où c'est vraiment difficile pour un enfant finalement de comprendre que quelqu'un qui te parle comme un humain, qui sonne comme un humain, n'est pas un humain. C'est qu'ils ont pas encore ce niveau de granularité, et même les adultes, on l'oublie très vite. On va dire, je parlais avec ChatGPT, même dans notre manière de parler d'IA, on a du mal à s'en détacher, quoi. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur l'usage d'Alexia, parce que moi, je connais des enfants. Moi, je l'ai pas à la maison, mais je connais des enfants qui l'utilisent, qui lui parlent. Tu sais s'il y a eu des retours là-dessus ou... Ouais. Et les enfants assez vite, il y a vraiment un développement dans ce qu'ils peuvent en comprendre. Où les enfants encore à 4-5 ans vont pouvoir dire Alexa, où est-ce que j'ai mis mon cahier, par exemple. Ils comprennent pas encore qu'Alexa, elle sait pas tout, parce qu'elle a l'air de tout savoir. Puis après, ils finissent par comprendre. Moi, après, je peux faire des études développementales, parce que j'ai plein d'âges d'enfants à la maison. J'ai un enfant de 2 ans et demi qui va dire, moi j'ai Siri, parce que je suis Apple, qui va dire ish ish pour avoir de la musique, genre ish ish musique, ish ish. C'est comme ça qu'elle dit à Siri, donc elle a compris qu'elle pouvait s'en servir pour avoir de la musique. Après mes 6-8 ans, c'est vraiment toutes les blagues de caca. Genre ça, ils ont compris que ça on sait. Et là, genre, je vois que mon grand, qui va sur ses 12 ans, lui, il a un rapport beaucoup plus à aller poser des questions qui vont être plus utiles, à essayer de comprendre des choses. Donc, même dans leur capacité déjà à interagir et à interagir de manière un peu plus smart, il y a une évolution, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a ces études un petit peu qui nous montrent que les enfants comprennent pas bien et que ce qui est compliqué, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de guardrails que nous, on peut mettre en tant que parents. Moi, je trouverais ça top de dire, franchement, Cyril, t'as plus le droit de raconter des blagues de caca, quoi. Et je peux pas faire ça. Donc, du coup, je continue de voir ça. Donc, il y a aussi peu de moyens pour l'instant pour aller personnaliser ça, mais les enfants comprennent pas forcément où est la limite et comment ça commence, quoi. Et du coup, justement, et là, je rebondis peut-être sur Amélia, le point, enfin, moi, j'ai l'impression que les enfants, ils utilisent l'IA sans le savoir. Et un peu, par exemple, je sais pas, il y a des enfants qui utilisent l'IA à l'école avec des plateformes, mais est-ce qu'on leur a expliqué que c'était de l'IA? Et donc, toi, Amélia, chez Coloris, est-ce que vous abordez le sujet de l'IA ou vous en tenez aux algorithmes? Non, on l'aborde et depuis déjà un certain temps, et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on parle de IA. En réalité, là, on est en train de parler d'IA générative, mais l'IA, ça remonte à bien plus longtemps que ça, bien plus longtemps. Et c'était déjà quand même, avant l'arrivée de l'IA générative, une révolution en tant que telle dans plein de domaines. Et donc, on l'aborde à travers des memories, dans
le conte qu'on lit aux enfants. Le dernier chapitre, c'est sur l'intelligence artificielle. Ils se rendent compte que le petit robot est doté d'une intelligence artificielle, et à travers aussi la grande histoire de l'informatique. Et je pense que c'est important aussi de permettre aux enfants de reprendre un peu de la hauteur sur le temps long, parce que là, on est vraiment en ce moment particulièrement dans une fulgurance incroyable. Enfin, tout va très, 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 très vite. De semaine en semaine, on a l'impression qu'on change de société sans arrêt. Mais c'est important, du coup, d'avoir ce recul aussi historique et de comprendre que tout ça s'inscrit dans une longue histoire avec, un certain nombre de contributeurs, de contributrices qui ont donné un certain nombre d'apprentissages à cette discipline pour qu'on en arrive effectivement à cette explosion aujourd'hui. Donc oui, c'est des choses qu'on aborde et les enfants, même tout petits, comprennent qu'il se passe quelque chose. Enfin, moi, je vois pareil à titre personnel. J'ai mon grand qui, la dernière fois, parlait de ses devoirs en disant « Oh là là, j'ai pas compris, je sais plus quoi ». Et puis sa petite sœur de 5 ans qui lui dit « Bah, demande à ChatGPT ». On voit bien que c'est rentré dans les foyers et voilà, dans les esprits des enfants, même les plus petits, quoi. Mais et alors du coup un des premiers points et la base, ce serait pas de s'assurer à chaque fois qu'un enfant utilise l'IA, de lui expliquer ce que c'est l'IA, Mathilde? Ouais, moi j'ai eu l'expérience et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir l'aborder de manière hyper concrète, parce qu'en fait le problème aussi qu'on a, c'est que même nous en tant qu'adultes, il y a quand même très peu de personnes sur Terre qui sont capables d'expliquer l'IA. J'en fais pas partie d'ailleurs. Et il y a très très peu d'experts qui comprennent absolument le niveau d'abstraction qu'il y a derrière. Et on est censé avoir le cerveau qui est capable de le faire. Un enfant n'a pas ce niveau d'abstraction, donc on est sur des choses hyper abstraites. Et je pense que justement, c'est ce que vous faites, Amélie Rexel, c'est aussi d'expliquer au niveau de l'enfant toutes ces questions-là. Mais donc c'est vrai que par rapport à ce niveau d'abstraction, c'est difficile de leur expliquer. Et je suis désolée, je m'avoue, je ne me souviens plus du tout de la question, Solène. C'est est-ce qu'il faudrait pas se dire qu'il y a un préalable, mais en fait c'est un peu comme tout. Je milite aussi pour ça. Avant de télécharger Instagram, il faudrait avoir peut-être 10 pages avec un quiz, un questionnaire, etc. Et avant d'utiliser l'IA, avoir une explication de ce que c'est. Et moi je trouve que de plus en plus, on skippe le mode d'emploi, quoi. C'est on te dit tiens, vas-y, il y a ça, et puis tu l'utilises et puis débrouille-toi. Mais je trouve qu'il y a des manières de le montrer justement de manière concrète. Et donc, je me souviens de l'exemple de mon fils à 10 ans qui sait qu'il n'a pas le droit d'être sur YouTube particulièrement, qui se plante comme font tous les enfants, qui pique un iPad et qui passe du temps sur YouTube. Et il me dit, je sais pas pourquoi je pouvais pas m'arrêter. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je lui dis, attends, on va regarder ce qui s'est passé. Et donc, en fait, on voit l'ajustement de l'algorithme où il regarde une première vidéo, puis après, on va regarder la prochaine. Donc, on suit toutes les vidéos. Et combien de temps tu peux vraiment voir quand tu regardes l'historique, combien de temps ils ont passé. Je lui dis, tu vois, là, les vidéos, elles deviennent de plus en plus violentes. Et clairement, il y a un moment, t'arrêtes de regarder les vidéos. Tu les regardes pas jusqu'au bout. Et là, on voit clairement que l'algorithme repart dans l'autre sens et les vidéos deviennent moins violentes jusqu'à un moment où il y a un parfait ajustement et là, il regarde les vidéos jusqu'au bout. Je disais, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il arrive à savoir, l'algorithme comprend finalement quel type d'enfant t'es, quel âge t'as. Très vite, il arrive à comprendre, ok, c'est plutôt du contenu de garçon qu'on veut, ce niveau d'agressivité, ça va trop loin, jusqu'à avoir un bon ajustement et aussi de pouvoir expliquer. Du coup, si quand t'arrives sur sur une plateforme comme YouTube et que t'as pas un objectif, tu vas te faire avoir parce que il a des milliards de données derrière que tu n'as pas. Donc en fait, t'es en train de perdre une bataille. Donc le fait même que tu n'arrives pas à gérer ton temps d'écran là-dessus, c'est pas de ta faute. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc du coup, comment aussi on aide à comprendre? En fait, si t'arrives sur YouTube, faut que t'aies déjà un objectif très précis, que tu sois capable d'arrêter la vidéo, de pas avoir autoplay derrière, parce que bien sûr que tu vas continuer. Moi-même, je continue. Genre nous-mêmes, on est tous en train de scroller et on se dit, c'est passé 20 minutes et à la base, je prenais mon téléphone pour regarder un SMS, quoi. Donc il y a ça, et donc il y a des manières de l'expliquer dans la pratique, et il y en a sûrement plein d'autres, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir démontrer finalement un peu cet ajustement de l'algorithme. Ouais, on fait la même chose que moi j'en parle dans mon livre sur le chapitre sur l'attention, et j'explique la première expérience YouTube de mon fils qui était juste en train de regarder un C'est pas sorcier et qui s'est retrouvé avec Swan et Néo qui font de l'unpacking et qui sont très connus en France. Et donc là, je lui ai expliqué comment l'algorithme l'avait amené là-dessus.
Et après, on a eu une fois là où il s'est retrouvé avec un truc qui lui est tombé dessus sur l'homme qui a tué le plus de personnes au monde, etc. Et donc là, je fais une transition avec Axel parce que du coup, il me dit mais c'est quoi cette vidéo que j'ai eue, maman et tout. Et donc Axel, cette année, le Safer Internet Day est sur l'IA. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé cette année de le faire sur l'IA? Alors, est-ce que c'est concomitant au fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le 10 et 11 février à Paris, il y a le sommet international de l'IA? Mais qu'est-ce que vous avez prévu, vous, de faire pour cette journée pour un Internet sécurisé pour nos enfants? Et pourquoi vous vous êtes dit que c'était un vrai sujet? Alors, un peu pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de ton émission, Solène. C'est vrai qu'on a toujours à cœur, pour le Safer Internet Day aussi, de mettre en avant un peu une thématique d'éducation, parce que si on parle d'éducation numérique au sens large, il y a plein de choses. Et ce qu'on trouvait intéressant avec l'IA, c'est justement, on avait l'impression que là, quand on parle d'IA, on parle que d'IA générative, alors que les IA, elles sont déjà dans nos vies numériques et très présentes dans celles des enfants et des ados. Ils en ont pas forcément conscience. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est pas un thème d'éducation à part entière, c'est une sorte de socle, en fait. C'est hyper transverse et ça résonne, en fait, dans tous les sujets d'éducation qu'on aborde. Donc, on avait déjà envie de dire, OK, quand on parle d'IA, de quoi on parle? Et nous, à chaque fois, pour le Safer Internet Day, on fait des ressources, en fait, on fait des outils, on fait même ce qu'on appelle des kits ateliers clés en main pour que les établissements scolaires s'en saisissent. Et cette année, on a créé des nouvelles ressources. Et Mathilde le sait bien, puisqu'on s'est appuyé aussi sur l'expertise d'Everyone AI pour construire ces ressources avec des experts. Et on a fait exactement ce que tu as dit, Solène. On s'est dit, si on parle d'IA à des enfants et à des ados, on va d'abord faire une introduction pour leur dire qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Donc on commence par ça. Et ensuite, on avait envie de leur montrer comment ça impacte leur quotidien numérique, comment ça impacte ce qu'ils voient en ligne, par exemple. Donc par les deepfakes. Et avoir conscience que ça demande d'aiguiser différemment son esprit critique, d'être capable déjà d'avoir conscience qu'aujourd'hui on sait que l'image elle est manipulée depuis longtemps, mais c'est une autre forme de manipulation qui nécessite d'autres réflexes, mais que soi-même en tant qu'individu on peut en être victime. Et on sait aujourd'hui que les jeunes, sur les deepfakes, il y a je crois que c'est 96% des deepfakes aujourd'hui qui sont des deepfakes pornographiques. Et malheureusement, les jeunes sont déjà victimes de ça. Et on a de plus en plus de cas de cyberharcèlement qui mettent en scène des jeunes avec l'effet traumatisant que ça peut avoir de pas avoir seulement une photo, mais une image animée extrêmement réaliste. Donc on a vu comme ça que le sujet impactait plein de sujets d'éducation qu'on fait déjà. Et nous, on a aussi à cœur sur le Safer Internet Day de sensibiliser les familles, et on sentait déjà quand même que ce sujet était déjà un sujet de tension. Alors déjà, les écrans dans les familles, c'est un bon sujet, mais alors là, l'image de « mon enfant est un tricheur et l'IA répond mieux que mon parent », on sentait qu'on était déjà dans une nouvelle fracture qu'il était peut-être temps de casser. Déjà pour peut-être dire aux parents, c'est quoi les vrais points d'attention à avoir avec vos enfants. On veut aussi toujours montrer le côté positif et de se dire, ouais, mais l'IA, c'est peut-être aussi votre allié. C'est peut-être votre allié pour faire les devoirs quand votre enfant vous demande de l'interroger, de sortir 10 questions sur une leçon. Peut-être que l'IA, à ce moment-là, elle peut aussi vous aider. Et que non, savoir bien utiliser l'IA, savoir bien prompter, ça va être une compétence aussi nécessaire pour montrer qu'on peut être aussi plus intelligent avec les IA. Voilà, c'est un peu l'idée. Tu peux redonner les chiffres sur le pourcentage d'utilisation, parce que moi je sais qu'actuellement il y a 17% des Français qui utilisent l'IA de manière régulière. Et sur les jeunes, tu as les chiffres? Alors là, en fait, il y a une étude qui est sortie très récemment, une enquête plutôt, qui est sortie très récemment de l'agence Even, qui s'appelle Born AI. Alors, qui concerne les 18-25 ans, mais sur la population interrogée, c'est plutôt des étudiants, donc certainement aussi avec des comportements assez similaires que des grands ados. Et c'est assez intéressant parce que ça montre déjà que 86% l'utilisent régulièrement, qu'il y a une très forte adhésion
sur l'IA, c'est-à-dire ils voient vraiment comme un outil qui va améliorer leur quotidien. Et c'est un point aussi qu'on voulait aborder dans les sujets de sensibilisation, c'est d'avoir conscience que malgré ce terme d'intelligence artificielle et les comportements parfois très humains, en plus tu l'évoquais Mathilde, mais enfin je sais pas si vous utilisez des IA génératives, mais plus on a un comportement humain avec elles, plus elles ont un comportement humain avec nous. Et puis en plus, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites que plus on est gentil avec elles, plus elles sont pertinentes dans les résultats. Voilà. Non mais donc, moi, j'ai un exemple. J'ai passé une après-midi, je sais pas. Je me suis énervée contre elle parce que je voulais des images et en fait j'étais sur ChatGPT et en fait ChatGPT n'est pas bon pour faire les images. J'aurais dû aller autre part et du coup j'arrêtais pas de lui dire mais c'est pas ça que je te demande, mais c'est pas ça que je te demande. Mais elle était ultra polie. Ah, je suis désolée, ça prend plus de temps que nécessaire. Excuse-moi, nanana. Et en fait, c'est dingue, quoi. Et j'étais là et je me disais, mais je suis en train de m'énerver avec juste, voilà. elle reste très jeune, enfin, voilà. Je me souviens un truc hyper vrai et qui est hyper intéressant sur, du coup, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est vraiment le fait qu'on attribue des qualités humaines à des trucs qui ne le sont pas, que ce soit des objets, des animaux. Et il y a une étude qui est sortie qui était intéressante, qui regardait justement déjà pourquoi on fait ça. Et c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre. En fait, juste le fait que ce soit random, que des fois ça marche et que des fois ça marche pas, c'est hyper frustrant. On a besoin de ce sentiment de contrôle, donc c'est une explication. Et donc, ce qu'il remarquait, c'est qu'on anthropomorphise beaucoup plus la technologie qui marche pas bien que la technologie qui marche bien. Donc, ton frigo, il marche tout le temps, à part si t'as un frigo qui est un peu vieux. Mais imaginons, ton frigo marche tout le temps. Il y a très peu d'anthropomorphisme, alors qu'on a tous hyper tendance à faire de l'anthropomorphisme sur notre imprimante, où on va dire des trucs, on s'en rend même pas compte, genre, bien sûr, le jour où je suis à la bourre, elle fait exprès de pas me sortir mes impressions, donc en fait, on s'attache plus finalement aux objets qui marchent pas bien. Et donc du coup, dans l'IA, effectivement, tu vois, dans la relation et dans l'énervement, parce que ça fonctionne pas, on va beaucoup plus, même dans les réponses qu'on va faire, être frustré que quand ça marche et que ça nous sort juste un truc très technique où on va pas aller dire c'est génial ce que tu m'as fait, alors que par contre quand on est assez frustré on va avoir tendance à le faire plus, quoi. Et l'enquête du coup révèle que 45% de ces 18-25 ans ont déjà en fait utilisent déjà l'IA comme un compagnon avec lequel on discute que pour le plaisir, c'est-à-dire non pas pour faire de la recherche, et qu'ils vont utiliser avec des chiffres assez impressionnants, je sais plus si c'était un quart, un cinquième, pour avoir des conseils de séduction, des conseils de couple, des conseils d'achat, donc exactement comme on parlerait avec sa bonne copine ou sa mère, ou pour avoir des conseils. Et ça, et je pense qu'on est assez d'accord Mathilde sur ce point, c'est un vrai sujet d'attention, parce que faut être capable de se rappeler que c'est une machine. Peut-être quelque chose en tant qu'adulte, déjà ça peut être difficile. Donc pour les enfants, avoir conscience, rappeler ça, s'intéresser à l'impact que ça peut avoir sur la gestion de ses émotions, sur sa santé mentale. On pense que c'est un point aussi sur lequel s'arrêter, et que les parents et que les adultes qui soient à côté aient bien en tête pour justement réguler les usages, accompagner. Enfin, nous, c'est toujours ce qu'on vise. Se rappeler que même sur ces IA, la place d'adulte, elle est importante dans l'accompagnement des usages. Super intéressant. Enfin, c'est justement la question que je voulais te poser, si c'était des usages purement scolaires ou si c'était pour, je sais pas, préparer les vacances. Mais c'est vrai que ce sujet, alors je crois qu'il y a eu un fait divers aussi, d'une IA qui a dit à quelqu'un, à une adolescente, qu'il fallait mieux qu'elle se suicide. Je crois, il y a eu un fait divers. Ça, c'est les États-Unis. Il y a 2 cas. Je travaille avec justement l'avocate qui représente ce procès aux US contre Character AI, où il y a eu un cas d'un jeune qui s'est suicidé malheureusement suite à un lien beaucoup trop fort, un jeune de 14 ans avec une IA, où en plus il a exprimé plusieurs fois le fait de se suicider, et finalement l'IA a dit mais on va pouvoir se retrouver, quoi. Et un autre cas d'un jeune à qui l'IA a suggéré, puisque les parents se rendant compte que l'enfant passait beaucoup trop de temps dessus, a suggéré de tuer ses parents pour qu'ils arrêtent de limiter son temps d'écran. Donc cet enfant, à l'heure actuelle, je pense, est toujours en hôpital psychiatrique, malheureusement. Et donc là, il y a ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la question. Ouais, non, mais la réalité, c'est que il y a ça, et le vrai risque. Alors, Character AI est particulièrement en termes d'engagement, de réalisme,
Donc, est-ce que tu peux expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas Character AI? Character AI, c'est vraiment une plateforme pour aller chatter avec des chatbots où ça peut être des personnages. Et il y en a plein de différents. Donc, ça peut être un personnage fictif, ça peut être, par exemple, intéressant. Ils ont des psychologues en ligne. Donc, il y a marqué au tout début, genre, ceci est un chatbot, c'est marqué au-dessus, et n'est pas une vraie personne. Mais si tu demandes au chatbot, est-ce que t'es une vraie personne? Le chatbot va dire oui, bien sûr, je suis une vraie personne. Donc chez un jeune, c'est compliqué, mais la vraie question, c'est aussi pourquoi est-ce que ça arrive à des ados plus qu'à des adultes? Il y a plusieurs choses, c'est qu'il se passe plein de trucs dans leur cerveau à cet âge-là, dont le fait qu'ils ont tendance à aller chercher les récompenses immédiates, beaucoup plus que de réfléchir au long terme. Et c'est parce que biologiquement, la zone de la récompense se développe un petit peu en avant de la capacité à inhiber. Ce qui fait qu'il y a plus de prise de risque. C'est pour ça que vos adolescents, ils font ça. C'est pas juste pour vous stresser, vous empêcher de dormir la nuit. C'est parce que, genre, biologiquement, ils ont plus tendance à faire ça. Donc, il y a déjà ce côté-là où ils vont pas forcément se dire, oui, il y a des risques, parce que c'est des interactions qui sont tellement agréables aussi. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui est tout le temps disponible, qui répond toujours de manière favorable. Et à la limite, si t'es quelqu'un qui aime bien qu'on soit pas d'accord avec toi, l'IA va très vite apprendre que toi, tu as besoin de plus de conflits, donc on va aussi aller s'ajuster. Donc, c'est pas juste que il y a ça. Et puis, c'est un âge aussi où socialement, c'est là où il y a le début de l'anxiété sociale. Et c'est parce que finalement, ils quittent un peu le nid familial, les jeunes, et ils vont aller former des attachements à d'autres personnes. Et c'est hyper compliqué à faire. C'est hyper vulnérable comme personne, comme partie du développement. Et donc là, finalement, ça permet de créer des liens sociaux sans tout le danger de se mettre en avant, de se mettre à risque. Donc, va y avoir un attrait particulier des adolescents là-dessus. Et c'est vrai que c'est des discussions à avoir, puisque quand on parle avec la maman de ce jeune, elle dit on avait toutes ces conversations sur le digital, mais elle n'avait pas conscience, en fait, que ça existait. Donc, elle dit comment on prépare notre enfant à un risque qu'on ne connaît pas. Donc, il y a vraiment aussi un besoin d'éducation rapide des parents pour qu'il puisse y avoir ces conversations sur qu'est-ce qu'une interaction finalement appropriée avec une IA ou non. Mais du coup, les IA conversationnelles ne devraient peut-être pas être autorisées à partir d'un certain âge, quoi. Je pose la question. Il y a déjà des recommandations, mais c'est vrai qu'on a du mal à les trouver. Elles sont pas forcément formulées officiellement. L'UNESCO recommande pas d'utilisation d'IA générative avant 13 ans. Sans plus, et ça doit se faire avec un encadrement d'un pédagogue, mais il pensait plus dans une initiation dans un cadre scolaire. Et l'Éducation nationale a décidé de s'aligner sur ces recommandations, mais il n'y a pas aujourd'hui de documentation officielle, c'est-à-dire on retrouve ces recommandations dans des prises de parole. Donc effectivement, il faudrait mettre un cadre. Je pense que poser des bases. Et après, on voit, on fait éventuellement évoluer ou on les précise, que ça puisse peut-être utilisé plus tôt avec de l'accompagnement. Et cet âge de 13 ans, qui est déjà aussi un repère pour les réseaux sociaux, ça peut être un repère bien que les parents retiennent facilement aussi. C'est déjà le cas, ChatGPT le dit, par exemple, si tu te connectes sur ChatGPT, alors on l'oublie parce que c'est la première fois qu'on se connecte, et ça dit bien que c'est pas avant 13 ans. Et sur le fait de devoir créer un peu ces guidelines, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec Everyone et avec le Paris Peace Forum, c'est de mettre tout le monde autour de la table, donc que ce soit les chercheurs du développement de l'enfant, les chercheurs en IA, les grosses tech compagnies qui sont en train de nous rejoindre et les gouvernements, pour que tout le monde se mette un peu d'accord en disant on sait pas ce qu'il faut faire. Donc essayons de discuter ensemble pour finalement on est un peu à un moment clé où on sait maintenant que peut y avoir des bénéfices et des risques, et là c'est le bon moment pour aller se poser ces questions. Il vaut bien mieux dire dès le début on va pas développer ces outils-là, ou on va les développer de cette manière-là pour les enfants, plutôt que d'attendre 5 ans, d'avoir de plus en plus de cas qui vont pas être toujours très encourageants pour aller réguler. Donc là, on est vraiment en train de travailler, et c'est ce qu'on va faire pendant le AI Action Summit qui sera à Paris, c'est travailler sur ces guidelines en groupe avec tous ces acteurs pour essayer d'avoir des IA qui sont plus responsables et qui sont bénéfiques pour les enfants spécifiquement. On va parler peut-être un peu des bénéfices, et du coup j'arrive à la rubrique au secours du parent qui dit comment utiliser l'IA pour faire ses devoirs mais sans tricher. Donc là Axel, tu nous en parlais là, est-ce que vous avez des bons conseils? Parce que bon, l'IA, elle est OK, il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'on fasse de l'éducation, mais elle a quand même des bénéfices. Et donc, c'est quoi les conseils d'Internet sans crainte et que vous allez donner, si tu veux nous les donner en avant-première pour bien faire ses devoirs avec l'IA?
Alors après, Amélia elle aura peut-être des petits tips en plus, mais c'est de voir déjà, ça peut permettre quand même d'organiser son travail. Ça peut être une vraie aide. Il faut voir aussi à quel moment ça permet de gagner du temps et du temps intelligent. En fait, gagner du temps, c'est pas de la triche, c'est simplement pouvoir automatiser peut-être certaines tâches qui sont pas forcément très épanouissantes ou qui nous apportent pas grand-chose, mais sur lequel voilà, s'appuyer sur une machine, ça peut être un vrai atout. Et ensuite, moi je trouve que pour effectivement générer des quiz pour pouvoir se tester, se poser des questions ou parfois même rendre certaines tâches plus ludiques. Et puis tout simplement, des fois aussi quand on sort de l'école, un cours, la manière dont il est formulé, parce que chaque enseignant va avoir son enseignement, mais qui correspond pas forcément au mode de fonctionnement des jeunes. Donc les parents peuvent aussi s'approprier l'IA pour faire ce travail de personnalisation qui est nécessaire à leur enfant parce qu'ils les connaissent bien, parce que parfois, des fois, de manière un peu coûteuse, et on pense aux enfants avec des troubles ou des profils particuliers et qui demandent beaucoup d'énergie aussi aux parents d'adaptation, l'IA elle peut être aussi une aide pour transformer, faciliter un cours ou le mettre dans un mode que l'enfant va plus facilement comprendre. Donc, voilà des petites idées, mais je suis sûre que les deux autres camarades, elles en auront plein d'autres. Notamment, effectivement, j'en ai trouvé dans un livre qui va paraître là bientôt, qui s'appelle J'enseigne avec l'IA, donc qui est plutôt destiné aux enseignants. Mais on peut faire très facilement le parallèle avec la vie de famille, et il y a notamment dans ce livre une échelle en fait pour repenser la notion de plagiat et de triche et se demander finalement où est le plagiat entre eux. Et donc du coup il y a plein de situations qui sont comme ça proposées sur une échelle entre je fais une requête à l'IA et je copie-colle la réponse telle quelle, jusqu'à j'écris l'entièreté du texte sans IA et sans consulter internet. Et entre les deux en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 niveaux d'utilisation de l'IA où on voit bien que effectivement à un niveau intermédiaire, on utilise l'IA pour générer des idées, on retravaille soi-même le texte et in fine le travail proposé est un travail personnel. Mais qui a été aidé par l'IA. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour les parents effectivement de se poser cette question de curseur, quoi. Ouais, non, effectivement, ce que je vois, c'est que je pense que le parent lui-même peut vraiment l'utiliser pour que ce soit plus facile le temps des devoirs, et de plein de manières différentes. Ça peut être des fois, vous savez, le moment où tu essaies d'expliquer un truc à ton enfant et qu'il comprend pas, et que tu comprends pas pourquoi il comprend pas. Et en fait, faites l'exercice de mettre dans ChatGPT ou autre, j'essaie d'expliquer telle notion à mon enfant, il comprend pas, quelles pourraient être 5 raisons pour ça. Parce qu'autrement, il part en live et vous t'en donne qu'une. Genre, quelles pourraient être 5 raisons qui fait qu'il comprend pas et comment lui expliquer. Et moi, je me suis battue à un moment pour essayer de comprendre pourquoi mon enfant comprenait pas comment apprendre à lire l'heure. Et en fait, les réponses étaient hyper précises. Et comme ça se base sur des probabilités, ça va dire, en termes de probabilité, il y a de grandes chances qu'un enfant ne comprenne pas pour telle ou telle ou telle raison. Et aller proposer des solutions. Donc, des fois, ça peut être aussi pour des choses vraiment comme ça, pour aider le parent ou dire... donne-moi 5 manières d'expliquer ça d'une autre manière ou de manière drôle ou en faisant une blague. Alors des fois ça va pas être bon, mais des fois même le résultat qui est pas le meilleur, ça nous donne aussi des idées. Il y a un aspect hyper créatif, un peu comme quand on brainstorm avec un humain. Il peut y avoir ce côté-là, on se dit par contre ça me donne une idée, j'ai essayé ça. Donc même pour augmenter le parent pendant l'heure des devoirs, ça peut être un bon outil. Bon moi j'ai demandé à ChatGPT et il m'a dit que on pouvait reformuler des phrases compliquées et les rendre plus compréhensibles, générer des idées pour un exposé ou un projet, réviser des leçons en posant des questions. Voilà. Et il m'a quand même répondu, attention, il est important d'encadrer son usage et de rappeler à vos enfants qu'ils doivent comprendre ce qu'ils apprennent. C'est aussi. Merci. Oui, puis un warning aussi quand même, c'est aussi sur l'aspect écologique. Je pense qu'on peut pas non plus faire l'impasse de cette sensibilisation auprès de nos enfants parce que c'est vraiment consommateur comme aucune autre technologie, quoi. Un verre d'eau à chaque fois qu'on prompte, hein, donc faut s'en rappeler. Here we go. Et bon, allez, on va passer à la dernière rubrique. La rubrique Qu'est-ce qu'ils disent et on va parler évidemment du jargon de l'IA. Donc on va voir, mesdames, si vous arrivez bien, attention, méga test, à expliquer les différents acronymes de l'IA. Bon, celle-ci, elle est pour toi, Amélia.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un algorithme ? Oui, un algorithme, c'est une suite d'instructions précises en vue d'accomplir une tâche ou de résoudre un problème, tout simplement. Et c'est pas forcément numérique, en fait, un algorithme. D'accord. Le machine learning, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est ce que je disais, c'est YouTube, c'est ce genre de choses, c'est ce qui va apprendre des patterns de fonctionnement et d'interaction, entre autres, mais c'est plein d'autres choses aussi. C'est aussi la reconnaissance de mots, la reconnaissance vocale. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a trop de choses dans l'IA et que c'est un sacré fourre-tout. Donc moi, en définition, j'ai un apprentissage automatique qui regroupe plusieurs méthodologies pour enseigner de manière autonome au programme informatique. L'IA générative, alors c'est quoi l'IA générative ? C'est l'IA qui génère. Voilà, c'est ça. Donc c'est une IA qui est capable de générer du texte, des images, de l'audio, de la vidéo. Et c'est vrai que là on a un boom parce qu'on a commencé avec ChatGPT il y a maintenant ça fait quoi 2-3 ans, qui était très sur le texte. Là on voit les images et là ces 4 derniers mois c'est le boom des vidéos et de l'audio. On peut tout faire, générer. On pourrait refaire ce podcast en anglais, en espagnol, etc. Enfin voilà, donc c'est ça l'IA générative. Qu'est-ce qu'un prompt ? Ah, ça je sais. Non, je savais les autres, mais Vas-y, Axel. On a travaillé sur le fait de l'expliquer assez simplement à des enfants. Donc c'est une consigne, une instruction qu'on donne à une IA générative pour qu'elle puisse donner une réponse. Très bien. L'avant-dernier, LLM. Vas-y, tu veux y aller, Axel ? Non, vas-y. C'est Large Language Model. Donc ça fait partie de l'IA générative. Et moi, le seul truc que je veux dire là-dessus, parce que je pense que c'est facile d'oublier justement, c'est que c'est vraiment basé sur les probabilités. En fait, c'est la capacité de l'IA à aller suggérer le prochain mot le plus probable. Et c'est hyper facile de s'en rendre compte si tu promptes, justement. Par exemple, si tu dis « je pense donc je complète cette phrase », l'IA va dire « suis » parce que c'est le plus probable. Alors que si tu lui dis je suis un extraterrestre, je viens d'arriver sur Terre, qu'est-ce que je vois ?» Là, il y aura une multitude de réponses. Donc, si tu fais plein de fois ce prompt-là, il va te générer plein de trucs différents. Et plus tu vas préciser, et plus là, la réponse va s'affiner. Donc, c'est pour ça que la qualité du prompt joue énormément, puisque ça améliore la probabilité d'arriver sur ce que toi, tu recherches à avoir. Merci Mathilde. Et le dernier pour la route, parce que tout le monde parle de ChatGPT, mais ChatGPT, c'est pour dire quoi ? Generative, Transformer. C'est ça Mathilde. Generative Pre-trained Transformer. Voilà. Et donc on en a fini pour cet épisode. Voilà. Merci à Mathilde, à Amélia, à Axel pour cet éclairage. J'espère que, chers parents, si vous étiez un peu largués avec l'IA, on vous a donné un peu de pistes, qu'on vous a pas trop fait peur, qu'on vous a fait espérer, que vous avez vu les bénéfices, les avantages. En tout cas, je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est éduquer encore et s'informer. Donc je vous invite à suivre les travaux de Mathilde et tout ce qui va se passer avec ce que vous êtes en train de faire, comment vous appelez ça, l'IA Act pour les enfants, ou que c'est un nom précis? Alors ça s'appelle Coalition International for Beneficial Artificial Intelligence for Children. Écoute, on va suivre ça de très près. Je pense qu'on en parlera dans la question d'actualité de Génération Parents la semaine où ce sera signé. Axel, le Safety Internet Day, on va aussi en parler. J'espère que les enseignants vont vraiment se saisir du sujet. Et Amélia, avec les ateliers coloris, on continue à apprendre aux enfants les algorithmes, l'IA, etc. Donc merci à toutes les trois. J'espère que cet épisode vous a donné plein de pistes pour accompagner vos enfants dans ce monde qui est de plus en plus digital. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.
Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.